Mes lapins, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo consacrée à une exposition. La dernière que j'ai postée sur VanEyck datant déjà un petit peu. Et d'ailleurs, merci pour votre accueil à ce sujet. En passant, je vous signale aussi que je poste du contenu différent sur d'autres expositions sur mon compte Instagram. Donc si vous avez Instagram, n'hésitez pas à aller farfouiller un petit peu sur mon compte. Le lien est dans ma description. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler whistlerisme grâce à l'exposition Whistler, l'effet papillon, actuellement au musée des Beaux-Arts de Rouen jusqu'au 22 septembre 2024. Souvenez-vous d'ailleurs, on a déjà évoqué rapidement cet artiste, c'était dans ma vidéo sur l'exposition sur Sickert, puisque en fait Whistler fut un de ses maîtres, et aujourd'hui du coup nous allons nous consacrer à Whistler lui-même, qui est malheureusement assez peu connu du grand public français et pourtant très très célébré outre-Atlantique, et qui très sincèrement mérite amplement sa propre vidéo. Commençons avec une courte biographie de l'artiste pour mieux appréhender son travail et donc mieux comprendre un petit peu après ce que je vous présenterai dans l'exposition. Mais si jamais vous souhaitez zapper ce passage biographique et attaquer directement avec l'exposition, eh bien retrouvez-moi au point numéro 2, en tout cas au chapitre numéro 2 de cette vidéo. Allez, on commence. Né à Lowell, dans le Massachusetts en 1834, Whistler ne passera que peu de temps chez lui aux États-Unis. En effet, son enfance et ses années de formation artistique se dérouleront en Russie et en Angleterre en raison des obligations professionnelles de son père qui était ingénieur civil militaire. Au cours de cette période, Whistler commencera à recevoir une formation en dessin et suivra des conférences à la Royal Academy of Art de Londres et consacrera beaucoup de temps à étudier le travail d'autres artistes. Puis, de retour aux États-Unis, Whistler s'inscrira à la West Point Academy, suivant alors les traces de son père, on le redit, ingénieur civil militaire. Là, il continuera à démontrer ses talents de dessinateur, mais il sera finalement renvoyé de cette académie en 1854 pour déficience en conduite et en chimie. Alors, je ne sais pas exactement ce qui se cache sous cette déficience en conduite et en chimie, mais dans tous les cas, Whistler se fait renvoyer et donc finalement ne deviendra pas ingénieur civil militaire. Après une brève tentative de travailler dans l'industrie ferroviaire, Whistler aura la bonne idée de déménager en Europe pour finalement poursuivre ses activités artistiques. Et ça vraiment, heureusement pour nous, parce que sinon ça aurait été un véritable gâchis qu'il ne devienne pas artiste, parce que sincèrement, en tout cas c'est mon opinion, et si vous ne la partagez pas, il n'y a pas de souci, c'est vraiment un artiste que j'apprécie énormément. Je trouve qu'il y a un charme très particulier à ses œuvres. C'est un artiste qui est très singulier, vous allez le voir, qui ne s'inscrit pas dans des mouvements artistiques. Il crée son propre mouvement artistique en fait. Vraiment, il s'en fout un peu des dogmes et des choses. Il est dans sa propre recherche. Et du coup, c'est quelque chose de très singulier et que vous n'allez trouver que chez lui. Et après, en tout cas, chez ses disciples, c'est ce qu'on appelle le whistlerisme en fait, justement. Donc bref, je m'égare et je retourne à la biographie. À Paris donc, Whistler étudiera le dessin aux côtés notamment d'Edgar Degas, artiste impressionniste, puis ensuite la peinture dans l'atelier de Charles Gleyre, atelier qui est d'une importance extrême puisqu'il s'agit de l'atelier qui forma un très grand nombre des futurs peintres impressionnistes, d'ailleurs un endroit où ils se rencontrèrent, où ils échangèrent et où ils travaillèrent ensemble, et dans les grands noms qui ont suivi des cours auprès de cet atelier, eh bien vous avez quand même Sisley, Monet, Basile, Le Pic et entre autres Renoir. Donc c'est vraiment un atelier très important qui aura permis à Whistler d'avoir toutes ces rencontres, tous ces débats artistiques et puis du coup de connaître d'autres peintres. Donc, au début des années 1860, eh bien Whistler commencera à développer une esthétique de l'art pour l'art, c'est-à-dire qu'en fait, il s'autorise à se débarrasser des détails narratifs ou naturalistes pour se concentrer davantage sur des préoccupations qui sont formelles et esthétiques. Donc Whistler, je vous l'ai dit, il est vraiment dans une recherche très personnelle. Les dogmes, il s'en fout complètement. Donc il a appris la technique du dessin, il a appris la technique de la peinture, et là, il décide de se dire, ok, qu'est-ce que j'en fais? Comment je vais au bout de mes idées et de mes envies personnelles et comment je crée mon art en fait. Alors, d'ailleurs, puisqu'on parle de son art maintenant, eh bien, sachez que son travail en fait ne retiendra pas beaucoup d'attention, en tout cas de la part du public, parce que c'est un peu silence radio, jusqu'à ce que son tableau Symphonie en blanc numéro 1, qui s'appelle aussi La jeune fille, ce tableau donc va faire sensation en 1862-1863 à Londres et à Paris.
Et en fait, ce tableau, c'est véritablement un exercice de style qui est basé sur l'exploration de tonalités dans des camailleux de couleurs, et c'est vraiment quelque chose qui est assez unique à ce moment-là, hein. C'est un portrait, mais le portrait est un prétexte en fait. Finalement, c'est une recherche esthétique et plastique, et ce tableau en fait, il ne sera pas unique, il va en créer d'autres toujours dans cette même recherche plastique, et c'est un tableau aussi qui inspirera et beaucoup d'autres artistes, parce que cette manière de portraiturer est intéressante et parce que cet exercice de gamme de couleurs l'est d'autant plus. Donc suite à cela, Whistler connut ensuite une nouvelle vague de notoriété, cette fois-ci relativement négative, hein, puisque dans les années 1870, lorsqu'il commença à peindre dans un autre registre, mais toujours dans une idée de recherche de la couleur, sa nouvelle série, on va dire, qui est assez révolutionnaire pour l'époque, qui s'appelle Nocturne de vue de la rivière Thames, eh bien, c'est pas très bien perçu du grand public au départ. Donc ici, je vous montre la nocturne en noir et or. Donc vous avez une fusée qui tombe, on est en 1875. Whistler capture les effets d'atmosphère et d'impression d'un feu d'artifice au-dessus de la rivière, plutôt qu'en fait une création d'une image concrète et je vais dire photographique, naturaliste. Et vraiment du coup il en fait un sujet très radical pour un public qui pour le moment n'est pas du tout habitué à ce type d'exploration, et du coup qui est au contraire habitué aux formes de peinture qui sont des formes de peinture traditionnelles, académiques, dogmatiques, et donc c'est un peu l'incompréhension. Et du coup, eh bien, les critiques, elles ont été très sévères et très négatives, et notamment John Ruskin, on a déjà cité ce nom de critique d'art, qui est un critique d'art très important à cette période. Eh bien, John Ruskin, il compare l'art de Whistler à l'acte de, je cite, jeter un pot de peinture au visage du public. Voilà, donc c'est vraiment, on est dans une négativité assez forte, et à tel point que en fait, Whistler, eh bien, il portera plainte en fait pour diffamation, et qu'il gagnera d'ailleurs, mais voilà, sa réputation, elle est quand même endommagée, et du coup, il va commencer à connaître des difficultés financières. Alors suite à cela, il est tout de même entre guillemets sauvé par une commande tout à fait opportune à ce moment-là, qui est une commande visant à créer un portfolio de gravures de Venise, qui l'amène donc en Italie pour visiter l'Italie et notamment Venise. Ce portfolio est absolument somptueux. Vous en avez quelques exemples dans l'exposition qui est à Rouen jusqu'au 22 septembre. C'est vraiment très qualitatif, on voit que c'est un très très bon dessinateur en fait, hein, c'est un très bon graveur, et vraiment j'ai fortement apprécié de pouvoir découvrir en vrai ces gravures que j'avais pour l'instant jamais vues dans la vraie vie, hein, que je n'avais vues que dans des reproductions, donc voilà. Du coup je continue. De retour en Angleterre l'année suivante, eh bien Whistler a pu en fait réussi en tout cas à rétablir sa réputation, et il connaît à nouveau une grande renommée et un grand succès au cours des années 1880 à 1890. Ses œuvres sont à nouveau très recherchées, et elles sont recherchées par le public, par les gens qui ont envie de se faire portraiturer par lui, mais elles sont recherchées aussi par les collectionneurs et par les musées. Et donc ça veut dire que Whistler, c'est un artiste qui connaît quand même le succès de son vivant, hein, ce qui n'est pas le cas de tous les artistes. Notamment, rentrer dans un musée de son vivant, c'est quelque chose qui est, comment dire, très important, et ça montre qu'on a atteint un certain niveau en fait de reconnaissance. Ensuite, eh bien, Whistler meurt à Londres en 1903, et il fait alors l'objet d'une exposition commémorative à Boston la même année. Donc je vous le dis, c'est un artiste qui meurt entre guillemets en pleine gloire, hein. Il a vraiment atteint un niveau de reconnaissance. Et pour résumer, en fait, son art, eh bien, son art, il est vraiment composé, entre autres, de tous ces portraits d'élégante et de dandy. Il est composé aussi de ces paysages nocturnes qui sont extrêmement précurseurs. C'est un très bon graveur. Et surtout, ce qu'il faut retenir de son art, c'est la qualité plastique et esthétique de sa palette, vraiment son utilisation en sous-tonalité subtile de la couleur, ces jeux chromatiques, c'est vraiment ça le whistlerisme, et on va dire que il aura vraiment marqué son temps, et il aura laissé une empreinte que je trouve, moi en tout cas, très élégante dans l'histoire de la peinture, et donc c'est un artiste qui mérite que le grand public s'intéresse un peu plus à lui, en tout cas en France, puisque je vous le redis, il est beaucoup plus connu ailleurs, et donc cette exposition aux Beaux-Arts de Rouen, et j'étais absolument ravie de savoir qu'elle arrivait.
je me suis jetée dessus tout de suite. J'ai un petit peu attendu avant de vous faire cette vidéo parce que je voulais un petit peu redigérer des informations, etc. Mais je vous la conseille vraiment fortement si vous avez l'occasion d'aller à Rouen. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Si vous pouvez pas y aller, et ben vous aurez quand même ce petit aperçu de ce qu'est le whistlerisme. Donc on va parler maintenant un petit peu de l'exposition. Alors cette exposition, je vous le redis, elle est proposée cet été 2024 par le Musée des Beaux-Arts de Rouen et elle explore ce phénomène majeur de la seconde moitié du 19e siècle et on va dire du premier tiers du 20e siècle que l'on appelle le whistlerisme. Et en fait ce mouvement artistique, je ne sais pas si on peut vraiment le qualifier de mouvement artistique, quelque part oui, d'un autre côté c'est plus presque de l'ordre de l'influence que du mouvement, mais pourquoi pas dire que c'est un mouvement artistique, hein, après tout, pourquoi pas, hein, on voit bien que ça ressort parmi de nombreux artistes, qu'il a vraiment apporté quelque chose, qu'il a eu des disciples, donc voilà, appelons ça un mouvement artistique, et donc vraiment c'est un mouvement artistique qui est créé involontairement par Whistler et uniquement par Whistler, donc c'est un mouvement artistique, ce qui est très particulier c'est ça, c'est qu'on a vraiment une personne seule qui crée son propre mouvement et qui attire d'autres artistes à lui. Donc c'est quand même vraiment une figure de proue, c'est un chef de file, et ça en fait c'est aussi de son vivant en fait, hein. C'est pas une fois qu'il est mort on se dit ah mais en fait c'était génial je vais faire pareil, c'est de son vivant qu'il arrive justement à capter et à happer l'attention de ses collègues artistes qui vont reprendre des choses et des caractéristiques de son art. Et qui va envahir en fait fortement le monde de la création contemporaine internationale sur une large période. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut quand même souligner en fait, même si on en parle très très peu en histoire de l'art et encore moins auprès du grand public. Donc en fait le whistlerisme, ça se révèle vraiment être un espèce de phénomène artistique unique qui offre un nouveau prisme d'exploration pour les artistes, c'est-à-dire que c'est un nouveau terrain de jeu pour les artistes, notamment tout ce qui touche à l'utilisation de la couleur, du camailleux, etc. Et c'est vraiment... comment dire, ça va attirer des artistes en fait qui sont assez différents en plus, hein, parce que en fait tout ça va être jalonné par différents courants comme l'impressionnisme ou le symbolisme, hein, qui sont quand même pas du tout les mêmes choses. Et c'est parce que c'est vraiment un véritable travail de recherche au cœur de la sensation et de l'esthétique que ça va pouvoir du coup, éclore un petit peu à des endroits où on l'attend pas et sous des formes qui sont différentes avec des artistes qui n'ont pas forcément des bases communes au départ en matière de recherche artistique. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très singulier. Whistler, c'est vraiment une singularité dans l'histoire de l'art. Voilà, je cherchais le mot et c'est ça, c'est une singularité. Whistler est une singularité dans l'histoire de l'art et le whistlerisme du coup est un mouvement artistique qui est aussi du coup totalement singulier. Mais je vais enfin commencer avec l'exposition, ne désespérez pas. Donc, cette exposition, elle se décompose en plusieurs étapes. Alors, dans les 2 premières salles, en fait, sont mis à l'honneur l'aspect moderne du travail de Whistler, qui, je vous l'ai dit, ne suit aucun dogme, mais qui préfère créer les siens. Vraiment, on découvre dans ces salles la qualité plastique de ses portraits et son talent de coloriste. Ainsi, on va dire que les déclarations d'amour des artistes de son époque qui ont été fascinés, inspirés par son travail. Et c'est vraiment, j'ai vraiment apprécié que l'exposition se déroule de cette façon en fait. Donc on y découvre en fait ce qui fit sensation auprès de ses pairs, c'est-à-dire vraiment ce talent dans l'élaboration de toiles à partir d'un jeu et d'une maîtrise de choix de palettes très restreinte. À travers des portraits qui sont presque, en tout cas qui sont quasi monochromatiques, c'est-à-dire qui ne contiennent finalement qu'une fréquence importante ou enfin une longueur d'onde déterminée de couleurs si vous voulez, quoi. C'est-à-dire que par exemple on l'a vu dans Symphonie en blanc, il choisit voilà, le blanc sera sa toile en fait, et donc il travaille quasiment tout avec du blanc. C'est un portrait, donc évidemment il y a quand même des touches de chair, et puis il y a cette chevelure rousse, hein, rappelez-vous quand même, qui fait vibrer la toile, mais globalement tout le reste c'est du blanc en fait. On est sur du travail du blanc, d'un blanc qui va varier autour de toutes les possibilités, c'est-à-dire un blanc pur, un blanc qui va partir vers du gris, un blanc qui va partir vers du bleuté, un blanc qui peut avoir des petites touches de jaunâtre, etc. Mais on reste vraiment dans un camailleux, on est sur du blanc et 90% de la toile, c'est un arrangement en blanc en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de très important chez Whistler. Une fois que vous avez découvert cet aspect-là de son travail, que vous avez compris ça,
vous allez le voir partout dans toutes ces toiles. Bref, je digresse encore une fois, je suis désolée. Et donc voilà, ce qu'on découvre du coup dans les 2 premières salles de l'exposition, c'est cette capacité à créer des harmonies extrêmement subtiles qui vont elles-mêmes créer des atmosphères uniques, et ça donne des espèces de toiles qui sont un petit peu nimbées d'une espèce de grâce, d'une espèce de mystère, qui vous donne une sensation en fait que dans ces toiles vous attendent des figures féminines très vaporeuses, très éthérées, et pourtant qui ont une palpabilité en fait. Et ça c'est quelque chose qui est très très important dans le travail de Whistler, c'est cette qualité-là entre guillemets de portraitiste, alors qu'en fait son sujet finalement n'est pas le portrait. Donc on notera du coup dans ces émules qui sont présentés dans ces 2 salles, eh bien vous avez justement Walter Sickert, qui est son élève, vous savez, c'est cette personne, enfin c'est ce peintre qui est aussi pas assez bien connu du grand public, qui avait été suspecté d'ailleurs d'être Jack l'Éventreur, ce qui est totalement faux, mais vous avez toute une vidéo là-dessus que je vous ai fait, donc allez-y si vous voulez, et qui était aussi un peintre incroyable, Sickert, c'est son élève et on le sent dans l'utilisation de sa couleur, vraiment c'est totalement palpable qu'il a appris avec Whistler. Vous allez voir aussi dans ces 2 premières salles, entre autres, vous allez voir du Jacques-Émile Blanche avec un très très beau portrait qui reprend cette idée d'harmonie en blanc. Et puis vous avez cette toile que j'ai trouvée très surprenante, et je dois avouer que cette toile je ne la connaissais pas, donc je suis absolument comblée d'avoir pu découvrir quelque chose. Et donc cette toile qui est un petit peu, on va dire, coquine pour l'époque, qui est également dans une symphonie de blanc et qui est de André Carpelès, et qui est très très clairement une réinterprétation des codes plastiques de la toile Symphonie en blanc de Whistler. Clairement, je pense que si on les met toutes les 2 à côté, vous le voyez tout de suite, c'est très très clair. Et j'ai trouvé que cette toile de André Carpelès était aussi extrêmement intéressante en elle-même. Donc du coup, il est vraiment intéressant de noter que cette recherche de la couleur et de la sensation, plus que de celle d'un naturalisme et d'une exactitude en fait du réel, eh bien elle se rapproche quand même, et elle ouvre un petit peu quelque part la voie au mouvement impressionniste. Je ne dis pas que c'est Whistler qui a créé l'impressionnisme, c'est pas du tout ce que je dis, mais ce que je veux dire c'est que vous voyez qu'on est à un moment dans l'histoire et dans l'histoire de l'art où il y a une recherche de la sensation et une envie de se débarrasser du naturalisme. Et Whistler a fait partie de ces artistes qui a fait cette recherche, tout comme les impressionnistes, même s'ils l'ont fait de façon absolument différente. On passe à la 3e salle. Alors cette 3e salle, elle met à l'honneur le dandysme, et en fait elle nous parle de la personnalité de Whistler, qui apparemment était un être tout à fait haut en couleur. Alors, minute définition mes petits lapins, je pense que les 3/4 d'entre vous savent ce que c'est le dandysme, mais voilà, pourquoi ne pas réexpliquer, soyons fous, au pire ça fait une révision. Eh bien le mot dandy en fait, ça désigne un homme qui affecte une suprême élégance dans sa toilette, dans ses manières et dans ses goûts. Et le dandysme en fait, ça s'exprime également à travers le comportement et le caractère de la personne. C'est pas juste une recherche esthétique, c'est aussi un trait de personnalité qu'on souligne et qu'on cultive. Et puis, effectivement, une personne dite dandy, elle fera preuve d'une affectation de l'esprit, d'un vrai goût pour l'impertinence, mais attention, impertinence savamment dosée. Ce sont des êtres qui, en général, savent extrêmement bien s'exprimer, qui ont une forme d'humour et d'ironie, bref. Et c'est vraiment le dandysme, c'est une manière d'être, c'est un esprit. Et tout ça est compilé à une esthétique recherchée en fait. Mais ça n'est pas juste une personne qui s'habille bien, une personne qui s'habille très bien, très chic, très machin. C'est pas un dandy s'il n'a pas l'esprit qui va avec. Et pour vous donner une idée, vous le savez sans doute, mais voilà, moi j'ai envie de citer dans les dandys célèbres, je vais citer Oscar Wilde, écrivain, romancier, dramaturge et poète irlandais, dont clairement l'esprit et le sens de la répartie sont toujours aussi truculents et intemporels depuis plus d'un siècle passé. Personnellement, il y a des citations d'Oscar Wilde que j'aime toujours autant des années après. Et puis, en outre dandy important, on va parler de Giovanni Boldini, que j'aimerais vous présenter un jour d'ailleurs, et puis qui est un peintre vraiment très intéressant, un autre portraitiste donc, et dandy et contemporain également de Whistler en fait. Et puis, d'ailleurs dans cette exposition, puisqu'on est sur la partie dandy, j'avais envie de vous mettre aussi
ce portrait de Jean Lorrain par Antonio de la Gandara. Je crois que c'est un portrait que je vous ai déjà partagé dans d'autres vidéos. Je n'ai jamais trop parlé de ce peintre Antonio de la Gandara parce que finalement je le connais mal. Par contre, Jean Lorrain est une figure dandy aussi de la fin du 19e siècle. Hein. C'est un écrivain que j'aime beaucoup, avec un esprit très mordant. Et je pense qu'un jour je vous parlerai peut-être littérature pour changer et que je vous parlerai de Jean Lorrain. C'est fort possible parce que il a notamment un livre qui s'appelle Princesse de sang et d'ivoire, je crois, qui est un livre que j'aime beaucoup. Bref, peu importe. Donc du coup, Whistler était connu pour avoir une personnalité vraiment hors du commun et son art en fait lui servait à la fois à se distinguer, mais l'inverse était valable en fait, puisque finalement son caractère était un atout qui était aussi un atout très fort au service de son art. Donc c'est vraiment une imbrication des deux, sa personnalité au service de son art est au service de sa personnalité. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très particulier chez Whistler. On continue, et dans la salle suivante, en fait, c'est une salle qui fait la part belle aux relations mondaines que Whistler a pu entretenir, dans ce microcosme artistique parisien, mais également anglais, hein. Et dans dans le microcosme parisien, eh bien, par exemple, vous avez Marcel Proust, autre dandy, et Whistler, apparemment, qui est un personnage dans la vie, qui était vraiment un personnage romanesque dans la vraie vie, il aurait fait une très très forte impression, du coup, à Marcel Proust, au point que finalement on le retrouve un petit peu dans les ouvrages de Marcel Proust, alors que pourtant ils se sont rencontrés qu'une seule fois, et c'est ça qui est fou en fait. Mais vous allez retrouver des traits de caractère de Whistler dans les personnages du roman, en tout cas dans le personnage de peintre Elsir, qui est dans le livre À la recherche du temps perdu. Et de toute façon d'ailleurs, hein, dans les romans de Marcel Proust, en fait, vous allez retrouver beaucoup de figures très dandyesques, hein, puisque finalement Marcel Proust était un dandy, il côtoyait d'autres dandys, donc voilà. Et que Marcel Proust était aussi un aficionado des salons mondains artistiques et littéraires. En tout cas, il savait ce qui se passait, il y allait. Et d'ailleurs, je vous conseille de lire du Marcel Proust si vous avez envie de vous baigner un peu dans cette atmosphère. Bref, peu importe. On va souligner aussi dans cette salle le fait que Whistler fréquenta assidûment le salon tenu par Mallarmé, qui était un salon aussi très important à l'époque. Alors la section d'après, en fait, dans l'exposition, c'est celle qu'ils ont appelée japonaiserie, puisque finalement on baigne en plein dedans, hein, on est vraiment au moment de la réouverture du Japon au monde occidental en 1854, puisque le Japon s'est totalement replié sur lui-même et finalement se réouvre, et en se réouvrant, eh bien en fait ça crée une espèce de vague d'inspiration et d'amour pour les objets rapportés du Japon, hein, et ça autant pour les particuliers que pour les artistes. Alors évidemment, c'est un Japon qui est totalement fantasmé plus qu'un Japon réel, hein. Bien sûr, c'est une image, c'est une idée du Japon, mais les artistes, ils s'emparent de cet exotisme qui va envahir les intérieurs de la bourgeoisie et envahir en tout cas aussi l'inspiration des artistes. Donc chez Whistler, par exemple, eh bien, vous avez cette inspiration qui va se percevoir très clairement dans une sublime création que l'on appelle la Peacock Room, c'est-à-dire la pièce au pan, qui est une véritable synthèse inédite des inspirations de l'artiste, qui, à mon sens, amorce une véritable recherche d'un art total. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un art total, vous avez ma saga Musha épisode 7, l'art nouveau, un art total et révolutionnaire. Donc si vous avez envie d'avoir une définition, n'hésitez pas. Mais du coup, vraiment, moi, cette pièce, la Peacock Room de Whistler, c'est une recherche d'un art total. Vous êtes dans une pièce qui est un art total, du sol au plafond, tout est pensé pour être un ensemble en fait. Et vraiment pour moi c'est une amorce quelque part aussi de cette particularité artistique de l'art nouveau. Whistler ne fait absolument pas partie des artistes de l'art nouveau, hein, entendons-nous bien, mais il a eu cette chose de créer un art total, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'art nouveau en matière de création d'espaces d'intérieur, dans une volonté d'unicité entre le mobilier, le sol, le mur, la décoration, le bibelot, tout ce que vous voulez en fait. Et ça c'est quelque chose que Whistler donc a amorcé lui-même dans son art avec cette pièce absolument folle. Bon, on passe ensuite à une salle qui est plus surprenante.
puisque on arrive dans la salle qui nous propose de découvrir l'une des sources d'inspiration importantes de Whistler, et cette source d'inspiration, c'est le très grand Velázquez. Donc on découvre dans cette salle l'intérêt que porte Whistler ainsi que d'autres artistes du 19e siècle, comme par exemple Manet, cet intérêt qu'il porte à la peinture espagnole dite du siècle d'or. Alors, le siècle d'or de la peinture espagnole, c'est le XVIIe siècle, c'est le moment où les artistes espagnols en fait connaissent un fort engouement européen, parce que vraiment il y a un travail absolument fou. Et en fait, du coup, c'est une période qui devient une période de gloire artistique pour l'Espagne. Je vais vous citer des artistes dont certains vont vous parler peut-être plus que d'autres. Donc parmi ces artistes du siècle d'or, vous avez évidemment El Greco, vous avez Zurbarán, vous avez Murillo, et puis bien sûr Velázquez. Et donc au XIXe siècle, on redécouvre ce mouvement, on redécouvre Velázquez, et Velázquez accède alors au statut de véritable maître incontesté de la peinture. C'est vraiment une célébration de Velázquez au XIXe. En fait, quand on connaît, ne serait-ce que ses Ménines, on ne peut que confirmer que ce statut de maître incontesté de la peinture, il est totalement mérité. J'avais hyper envie de vous faire un focus dessus, mais je ne peux pas vous faire des focus sur tout. Peut-être un jour à l'avenir, je ne sais pas. Dites-le moi, parce que les Ménines, c'est une œuvre dingue. Il y a tellement de choses à dire dessus, c'est une œuvre incroyable. Et donc, malheureusement, les Ménides, elles n'étaient pas dans l'exposition, ça aurait été merveilleux, mais c'est pas le cas. Dans tous les cas, les critiques au XIXe siècle, ils iront jusqu'à considérer Velázquez presque comme étant le premier impressionniste. Bon, là, on est d'accord, on l'est pas. Moi, j'ai un peu de mal à concevoir ça de cette manière-là. Peut-être que si j'avais le temps de me documenter un peu plus, je comprendrais un peu plus ce qu'ils essayent de dire en parlant de premier impressionniste pour Velázquez, mais peu importe. En tout cas, voilà, Velázquez est un artiste très important pour les contemporains de l'époque de Whistler. Donc, d'ailleurs, on sait que Whistler, il avait découvert les toiles de Velázquez en Angleterre, qu'il possédait un certain nombre de reproductions dans son atelier, donc c'est-à-dire que dans l'espace où il travaillait sa peinture, il avait cette source d'inspiration sous les yeux. Donc c'est vraiment une source d'inspiration très importante. Et d'ailleurs, la toile qui s'appelle L'artiste dans le studio, qui est la toile, qui est une toile de Whistler, c'est une réinterprétation, c'est un espèce d'hommage à la composition des Ménines, en fait. Alors, peut-être que ça n'est pas visible de prime abord, mais vous allez voir que, en fait, on retrouve cette espèce de jeu de miroir entre la réalité et la peinture qui interroge en fait le lien entre réalité et illusion et qui crée une relation un petit peu incertaine entre celui qui regarde la toile et les personnages qui y sont dépeints. Évidemment, vous voyez, vous retrouvez le peintre qui s'est lui-même intégré dans l'image, etc. Enfin, vous avez vraiment un jeu de miroir entre ces deux œuvres qui est déjà en soi un jeu de miroir entre la réalité et la peinture. Alors, on arrive ensuite dans une section qui s'appelle Whistler chef de file. Je pense que vous l'avez saisi, l'influence de Whistler, c'est un artiste qu'on connaît mal, il a vraiment eu une importance capitale de son vivant. Parmi cette importance capitale, vous avez un de ses tableaux, qui est peut-être son tableau le plus célèbre, qui s'appelle Arrangement en gris et noir, portrait de la mère de l'artiste. Dont le succès absolument fulgurant est totalement à noter et à souligner en fait. Donc ce tableau, pour vous dire à quel point il a eu de l'importance, il a été acheté du vivant de l'artiste par l'État français et il a rejoint le musée du Luxembourg, qui était à l'époque le musée des artistes contemporains reconnus. Donc vraiment, si vous êtes artiste à cette époque-là et que vous avez une de vos toiles qui est achetée et exposée au Luxembourg, c'est le Saint Graal. Là, c'est que vous êtes extrêmement reconnu et donc c'est ce qui est arrivé à cette toile. Mais on va s'intéresser un petit peu rapidement à ce tableau. On va pas en parler trop non plus parce que je vous fais un épisode complément dans lequel je vais pouvoir vous expliquer, prendre le temps de vous expliquer beaucoup plus de choses. Donc là, du coup, on va juste se rendre compte qu'avec ce titre, Arrangement en gris et noir, virgule, portrait de la mère de l'artiste, ce titre, en fait, il nous évoque cette stylisation à laquelle Whistler soumet, en fait, vraiment l'esthétique réaliste de ses débuts. C'est-à-dire que vous êtes avant tout dans une recherche chromatique de la couleur, d'où arrangement en gris et noir, mais vous êtes également dans un portrait. Donc c'est pour ça que ce titre est un peu spécifique et Whistler a une manière toujours spécifique de titrer ses tableaux pour vous faire comprendre que oui c'est un portrait, oui c'est ci, oui c'est ça, c'est un paysage, c'est ce que vous voulez, mais c'est avant tout une recherche esthétique. Voilà.
Donc ce tableau, ça sera une véritable source d'inspiration pour plein d'artistes, mais ça on en reparle dans mon épisode complément que je vous sors dans une petite quinzaine. On continue. La dernière section de l'exposition, donc, elle se concentre sur l'aspect, on va dire, le rapport entre Whistler et le paysage, et puis ce côté moderne qu'il a dans ses représentations. Donc Whistler, c'est un peintre paysagiste moderne qui ne s'embarrasse pas de suivre des dogmes, on l'a déjà dit, quels qu'ils soient, et même si ce sont des dogmes qui sont modernes, en fait, des dogmes de son époque, il s'en fout, il fait vraiment ce à quoi sa recherche l'amène. Et vous allez voir que c'est encore une fois, c'est un chef de file, puisque Whistler, il suit son propre courant, mais en même temps, il s'intéresse quand même à ce qui se passe autour de lui, c'est-à-dire qu'il n'est pas fermé, il n'est pas obtus, et vous allez voir que dans sa manière de traiter le paysage, eh bien, il développe vraiment un style de représentation qui est toujours basé sur ses arrangements colorés, ces fameux camailleux de couleurs, ces harmonies, ces tons dégradés, et ce talent aussi un petit peu pour ce que je vais appeler des contours un peu flous. Ce qui différencie en fait des impressionnistes, parce que je sais que j'en ai discuté avec des personnes et qui me disaient bah ouais, mais en fait finalement bon, on voit bien, si esthétiquement vous mettez un tableau impressionniste, un tableau de Whistler à côté, on voit bien qu'il y a une esthétique différente, mais vraiment techniquement qu'est-ce qui change en fait? Bon, il y a eu beaucoup d'échanges entre Whistler et puis ces nouveaux peintres dits impressionnistes. Alors le peintre impressionniste, lui, il peint sur le motif, c'est-à-dire qu'il peint en extérieur, il peint en fait, il peint une réalité, mais dans une volonté en fait d'exprimer l'impression que cette réalité donne. Donc il n'est pas dans une recherche naturaliste comme Whistler, il est dans une recherche de la sensation, une recherche de l'impression, et notamment il essaye d'exprimer l'aspect changeant des choses, des paysages, avec cette espèce de savant jeu de fragmentation de la touche et de juxtaposition de couleurs pures. Et ça, on le voit dans les tableaux de Whistler, qui est également dans une recherche, en fait, finalement, de l'esthétique, une recherche de la sensation aussi. Whistler ne travaille pas du tout sur le paysage, en fait. Whistler ne travaille pas en extérieur. Whistler, il travaille dans son atelier, donc déjà, ce sont des choses très différentes. Et puis son jeu de touche, sa manière d'utiliser la couleur, en fait, elle ne se fait pas du tout par cet aspect de fragmentation de la touche, par cette juxtaposition de couleurs pures. Il est dans quelque chose, au contraire, comme on l'a dit, de l'ordre de l'harmonie, de l'ordre du camailleux, du dégradé chromatique, etc. Donc ils ont un aspect de recherche qui finalement est un peu commun dans le sens une recherche esthétique, une recherche de la sensation, mais ils sont dans des technicités différentes et finalement s'en dégagent du coup des choses totalement différentes. C'était juste, je voulais prendre le temps qu'on parle un petit peu de ça puisque c'est des sujets que j'ai eus à côté. Alors, donc l'exposition elle s'achève ainsi en fait, vraiment sur une réaffirmation et une confirmation que Whistler il aura été un chef de file, qu'il n'aura absolument pas été un suiveur et qu'il était donc un peintre au caractère très fort, qui ne s'embarrassait pas d'une peinture académique et qu'il était constamment dans une recherche esthétique de la modernité, quitte à s'attirer les foudres du grand public, on l'a vu. Et puis l'art de Whistler en fait il s'affirme grâce à une composante majeure qui est que finalement la finalité d'une œuvre ça n'est pas d'illustrer un sujet. La finalité d'une œuvre, c'est une réussite esthétique de l'art pour l'art, de la recherche esthétique pour la recherche esthétique, et le sujet n'est qu'un prétexte. Et ça, c'est vraiment ce qui caractérise l'œuvre de Whistler. Et puis d'ailleurs je dirais pour finir cette exposition, vous ne savez pas si vous y allez pas donc on en parle, eh bien la dernière œuvre qui est présentée dans l'exposition en fait c'est justement un clin d'œil à cette modernité de Whistler, puisque les conservateurs de l'exposition nous mettent tout à la fin la très célèbre peinture Light Red Over Black du peintre expressionniste abstrait américain Rothko, donc un peintre donc moderne, pas du tout de l'époque de Whistler en fait, un peintre du XXe siècle. Et en fait, cette œuvre en fait de l'expressionnisme abstrait, eh bien, elle fait écho à la composition de Whistler qui ouvrait l'exposition, puisque la première œuvre qui est présentée dans cette exposition, c'est le tableau de Whistler qui s'appelle Rouge et Noir, l'éventail. Et si vraiment vous rapprochez ces deux tableaux, eh bien, vous vous rendez compte que ce sont deux tableaux qui sont extrêmement modernes pour leur temps. Ce sont vraiment des tableaux qui ont été des marqueurs forts
de leur temps, des marqueurs de modernité, des marqueurs d'une recherche réelle. Et ce qui est intéressant aussi, et du coup ce petit clin d'œil, c'est que du coup pour le coup ces deux œuvres en fait sont travaillées dans des harmonies extrêmement savantes, tout en rouge et noir, et qui du coup se font écho, et vraiment c'est un clin d'œil très intéressant. Je sais pas, d'ailleurs je me posais cette question, répondez-moi en privé ou dans les commentaires, ou voilà. Qu'est-ce que vous pensez vous des expositions où on se permet des rapprochements comme ça entre de l'art classique et de l'art moderne et contemporain? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous déplaît? Moi je trouve personnellement qu'il y a des fois où ça marche, des fois où ça marche pas. Là j'ai trouvé que c'était pas inintéressant de mettre les deux en relation, même si mon premier ressenti n'a pas été forcément aussi positif, mais quand j'ai repensé à la présentation de l'exposition, à ce que j'avais envie d'en dire, je me suis rendu compte que finalement c'était quelque chose qui marchait finalement plutôt bien. Alors en conclusion, eh bien ça a été un vrai plaisir pour moi de redécouvrir Whistler. C'est un plaisir qui a été doublé de celui d'avoir pu admirer bon nombre d'œuvres contemporaines de l'artiste dans cette exposition. Ce sont des œuvres que je n'ai pas vraiment eu le temps de vous présenter ici, donc je vous informe que je consacre au mois d'août sur ma chaîne eh bien, une seconde petite vidéo. Je vous publierai un complément donc pour explorer un peu plus en profondeur deux œuvres de l'artiste, mais aussi pour vous montrer en fait les tableaux de ses disciples, en fait, les tableaux qu'il a inspirés à ses contemporains, qui sont présents dans cette exposition, qui valent aussi effectivement le détour, et pour vous permettre d'appréhender un peu mieux justement ce qu'était le whistlerisme et ce qu'il a inspiré aux autres. Dans tous les cas, merci beaucoup pour votre écoute. Ça m'a changé un petit peu de travailler sur ma saga sur l'Art Nouveau. Je travaille toujours dessus pour autant. Et d'ailleurs à la rentrée, eh bien, on attaque enfin Mucha, toujours sous des formats d'à peu près 10 minutes. Pour aborder des thématiques très précises. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le louper. Merci à ceux qui commentent, qui partagent, qui viennent discuter avec moi sur mes réseaux. Merci infiniment. Ça me motive, ça m'aide à continuer, et ça me fait vivre en fait un petit peu... ça fait vivre ma chaîne en fait. Donc je vous dis à dans 15 jours pour le point complément sur le whistlerisme.